Bonjour à tous. Alors, cette situation clinique, c'est un peu particulier. Ce sera peut-être un tout petit peu plus long que 10 minutes, mais c'est important puisque, en fait, on va parler cette fois-ci à la fois d'une situation clinique différente de la cystite aiguë simple de la femme et également de comprendre comment interpréter un ECBU et à la fois pour les causes et à la fois pour l'ECN. C'est important pour vous de bien comprendre les limites et les façons d'utiliser le CBU. C'est assez basique, mais ça reste important. Alors voilà le cas clinique d'une patiente de 23 ans. Elle a des troubles urinaires. Elle vient vous voir dans un cabinet de médecine générale. Vous notez qu'elle a fait une crise de colique néphrétique d'origine lithiasique d'évolution spontanée un an auparavant. Pas d'examen de contrôle fait ensuite. Elle a fait 3 épisodes de cystite ces 6 derniers mois. Elle a une contraception par œstroprogestatif. Elle est allergique au bêta-lactamine. Depuis 48 heures, pollacurie intense, brûlure mictionnelle, pas de trouble du transit, pas de perte vaginale, pas de trouble menstruel. Elle est sous contraception, je l'ai déjà dit, date des dernières règles il y a 16 jours. Elle a une tension artérielle à 120 sur 80, un pouls à 80 par minute, un abdomen souple, vaguement douloureux, mais sans plus, toucher pelvien normaux, apyrétique, urine trouble. Quels sont le ou les diagnostics les plus probables? Donc là, je vous laisse réfléchir. Est-ce que cette jeune femme a une cystite? Est-ce qu'elle a une cystite aiguë à risque de complications? Cystite aiguë récidivante, cystite interstitielle ou carcinome in situ de vessie? Plusieurs réponses possibles. Je vais vous donner la réponse maintenant. Donc, cette patiente, elle a une cystite aiguë. Elle est récidivante? Probablement. Alors là, c'est un cas clinique, évidemment, dans un cas clinique d'ECN, on serait sûrement encore plus rigoureux sur la définition, mais là, ces 6 derniers mois, elle a fait 3 épisodes. Sur une année, on pourrait imaginer qu'elle en fasse 6. Donc, on est à plus de 4. On est bien dans la définition de la cystite aiguë récidivante. Si vous n'avez pas répondu ça, c'est pas très grave, parce que ça pourrait être considéré effectivement comme un piège. Si vous avez retenu ce chiffre de 4 ou plus, c'est l'essentiel. Mais par ailleurs, elle a une cystite aiguë à risque de complications. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a eu cette crise de colique néphrétique d'origine lithiasique dont on n'a pas cherché à savoir si la lithiase avait été éliminée, quelle en était la cause. Et habituellement, ça c'est plutôt quelque chose à éviter, d'autant plus que on pourrait imaginer qu'en fait, elle a un calcul qui soit coincé quelque part dans son arbre urinaire. Et donc, authentiquement, bien qu'elle soit jeune, bien qu'elle n'ait pas d'antécédents, elle a ce petit facteur de risque qui, à mon avis, peut la faire reconnaître comme ayant une cystite aiguë qui peut se compliquer d'une très grave complication qui est la crise de colique néphrétique fébrile. Alors, d'une façon générale, c'est un peu plus une question de cours. Quels sont les autres facteurs de risque de complication d'une infection urinaire? Bon, c'est plus pour vous faire bien réaliser une chose, mais que vous savez maintenant tous. Est-ce que c'est l'âge supérieur à 65 ans, une neuropathie obstructive non résolue, un sexe masculin? Le sexe masculin est-il un facteur de risque? DFG rénal inférieur à 30 minutes par minute, est-ce un facteur de risque? Diabète, est-ce un facteur de risque? Je vais vous laisser réfléchir et je vous donne la réponse maintenant. La réponse, c'est qu'en fait, l'âge supérieur à 65 ans seul n'est pas un facteur de risque. Il faut 3 critères de gravité, on va le voir ensuite. L'uropathie obstructive non résolue, oui, c'est un facteur de risque. Le sexe masculin, oui, c'est un facteur de risque. Ah, la cystite aiguë chez un homme, c'est exceptionnel, hein, mais en tout cas, le facteur de risque, enfin, c'est une infection urinaire à risque de complications si chez un homme. L'insuffisance rénale sévère, c'est un facteur de risque. En revanche, le diabète ne l'est plus. Et vous le savez tous maintenant, je l'ai vu lorsque j'ai travaillé avec vous les cas cliniques, que c'était quelque chose qui était bien connu, de la même façon que cette notion d'âge qui est un peu variable suivant le critère de fragilité. Vous verrez dans la présentation sur les cystites, 10 minutes pour tout savoir sur la cystite, que je reviens un petit peu en détail sur ces critères de Fried, mais qui sont voilà, les facteurs de fragilité bien connus des patients. Et vous voyez qu'il y a à la fois les anomalies fonctionnelles ou organiques de l'arbre urinaire, à la fois les terrains à risque, il faut vraiment réfléchir à tous ces éléments-là lorsqu'on a un patient ou une patiente en face de nous pour une infection urinaire. Revenons au cas clinique de notre chère patiente. Dans cette patiente, donc pas de nouveaux éléments, quelle va être votre stratégie diagnostique chez cette patiente de 23 ans dont on a convenu ensemble qu'elle avait donc un tableau de cystite et des facteurs de risque de complications? Est-ce que vous lui prescrivez une échographie de l'arbre urinaire, un ECBU, une cystoscopie
un uroscanner ou est-ce que vous allez tester les urines de la patiente avec une bandelette urinaire au cabinet? Je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse que je vous propose en tout cas. Moi, à mon sens, cette patiente-là, elle va au moins avoir une échographie de l'arbre urinaire. Alors, on pourrait discuter l'uroscanner, première intention, deuxième intention. C'est vrai, maintenant, elle a fait des crises de colique néphrétique, elle fait des symptômes urinaires derrière. Il faut l'examen qui sera le plus à même d'affirmer qu'il n'y a plus de lithiase sur l'arbre urinaire. Donc, je pense que l'uroscanner sera proposé chez elle, mais en première intention et pour avoir l'examen relativement rapidement et être sûr qu'elle n'a pas un début de pyélonéphrite sur obstacle, ça ne me paraîtrait pas du tout aberrant faire une échographie de l'arbre urinaire, d'autant plus que souvent, un médecin généraliste peut avoir ce type de matériel dans son cabinet de médecine générale. Donc, je pense que c'est également quelque chose qu'on peut accepter comme réponse. On va évidemment tester les urines de la patiente avec une bandelette urinaire. Certes, ce n'est pas une cystite simple, mais si on a leuco et nitrite positif, on aura notre diagnostic qui sera renforcé et donc on pourra partir sur un traitement de base. Donc, ça n'est pas inutile. C'est évidemment beaucoup moins intéressant que dans la cystite aiguë simple, où là, on va pouvoir derrière faire un traitement sans avoir besoin de faire un examen complémentaire. Là, on va rajouter par ailleurs le CBU, et c'est cette CBU qui va nous intéresser beaucoup, comme on va le voir dans la suite du cas clinique. Alors, sur le CBU, quel est ou sont là où les propositions vraies? Est-ce que l'examen direct permet parfois de prédire le résultat de la culture? Vous savez que les urines vont être mises en culture pendant 48 heures et donc vous allez avoir le résultat d'un examen direct, mais vous n'allez pas avoir les résultats de la totalité de l'examen. Est-ce qu'il y a des éléments de cet examen direct qui peuvent vous permettre d'avancer? Les seuils significatifs de bactériurie sont différents chez l'homme et chez la femme. Est-ce que la bactériurie significative associée à une leucocyturie également significative impose toujours un traitement antibiotique? Le seuil de bactériurie significatif chez l'homme est-il de 10 puissance 3? Le seuil de bactériurie pour la femme enceinte est-il de 10 puissance 5? Je vous laisse réfléchir pour répondre aux questions. Et voici les réponses que je vous propose. Eh bien, en fait, tout est juste. On va voir dans le détail pourquoi. L'examen direct, il permet parfois de prédire le résultat de la culture. En général, cet examen direct, il est positif au-dessus d'un seuil de 10 puissance 5. C'est un peu hors OCN, hein. Mais en tout cas, c'est un petit truc à savoir. Si vous voyez des bactéries sur un examen direct, globalement, ça paraît assez logique de partir sur un traitement. Et en tout cas, c'est significatif. On peut parfois ne pas les voir, même sur les examens directs. Oui, les seuils significatifs de bactéries sont différents chez l'homme et chez la femme, on va y venir. Par contre, pourquoi j'ai rajouté cet item sur un examen qui finalement est positif? Vous avez une bactériurie, une leucocyturie, vous dites, bah, faut le traiter. Non, il y a le cas des colonisations bactériennes, on va venir dessus. Et puis, le seuil de bactériurie significatif, eh bien, les voilà, hein, un peu les seuils au-dessus desquels on considère qu'il faut parler d'infection urinaire. Alors, vous voyez, on est sur les espèces bactériennes, on est un peu hors OCN, enfin, en tout cas hors niveau A, c'est pas hors OCN, hein, c'est hors niveau A. Ce seuil de significativité. Pour le colis, le Staphylococcus saprophyticus, c'est 10 puissance 3 chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, le seuil de 10 puissance 3 est toujours juste. Chez la femme, pour les entérobactéries autres que les Escherichia coli, on retient ce seuil de 10 puissance 4. Voilà, donc c'est des mines AQCM évidemment. Et donc, voilà, je pense que ce seuil supérieur à 10 puissance 5, on est un peu dans une notion hors océenne, mais je pensais que ce n'était pas inintéressant de vous le dire, puisque quand même, vous allez avoir également des échos, et peut-être qu'on pourrait parfois vous poser cette question-là, qui est un peu une question un peu de pratique. Alors, l'intérêt de la culture, bah, vous le savez, hein, c'est de pouvoir savoir quels antibiotiques vont être efficaces, surtout à l'heure de la résistance bactérienne. Cet élément, un élément qui est très important, c'est qu'il faut quand même être sûr que les urines ont été bien prélevées. Donc, parfois, il n'est pas inutile de demander au patient comment le prélèvement a été fait, est-ce qu'il a été fait au laboratoire, auquel cas il n'y a pas de souci, ou est-ce que le patient l'a fait chez lui et il n'a peut-être pas gardé les urines parfaitement, par exemple au frigo, et peut-être qu'il les a gardées alors qu'il a fait son analyse le samedi, il les a envoyées le lundi. Vous voyez qu'en fait, il faut moins de 12 heures à une température qui est celle de votre réfrigérateur à 4 degrés C. Quand il y a plusieurs germes,
Penser à une souillure, alors c'est hors OCN, mais enfin, c'est quand même un peu la base, hein, c'est la colonie, enfin, dès qu'on a plus d'une espèce bactérienne, même si aujourd'hui, ça a quelque chose qui a un petit peu évolué, puisqu'on a de plus en plus de CBU à plusieurs germes qui sont rendus, mais il faut penser à une souillure et ne pas hésiter à refaire faire l'examen. Alors, en ce qui concerne la leucocyturie, on est dans le rang A. On s'attend à avoir plus de 10 globules blancs par millimètre cube ou plus de 10 puissance 4 par millilitre. Mais on peut très bien avoir une infection urinaire sans leucocyturie, notamment lorsqu'on a une infection très précoce. Ça explique l'aspect trouble des urines, hein, les globules blancs altérés, et ce qu'on appelle la pyurie. La leucocyturie sans germe, alors j'ai mis attention à l'ECN. En fait, en regardant bien les intitulés, on voit qu'effectivement, on demande en niveau A de savoir gérer la leucocyturie. Donc oui, ces éléments qui sont cités dans le collège d'urologie, infection urinaire décapitée par les antibiothérapies préalables ou précoces, contamination par les règles en période périmenstruelle, tuberculose urogénitale, tout ce qui est corps étranger, tumeur, urétrite, vaginite, syndrome de la vessie douloureuse peuvent entraîner une leucocyturie sans qu'il y ait forcément de germes. Donc voilà un petit peu les notions à avoir sur la leucocyturie sans germes. Attention enfin aux conditions de réalisation de l'ECBU. Je vous ai dit ce fameux délai de plus de 12 heures de préservation. Donc il faut qu'on ait un délai de moins de 12 heures. Des urines conservées au frigo si elles ne sont pas mises en culture immédiatement. Et puis le mode de prélèvement est important aussi. Je vous ai mis ici quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est les prélèvements sur les sacs de prélèvement urinaire. On doit prélever sur le petit port qui est prévu à la sortie du sac qui est directement branché sur la sonde et non pas sur le tuyau qui permet de vidanger les urines. Lorsqu'on a des patients qui sont en maison de retraite, on a malheureusement parfois ce genre de petites anomalies. Donc, veillez bien à ce que le prélèvement ait été fait dans de bonnes conditions. Chez les femmes, c'est vrai que le prélèvement est plus difficile, notamment chez les femmes qui sont un petit peu en surpoids. Donc, il ne faut pas hésiter parfois, quand vous avez un doute, à demander que le laboratoire puisse faire un prélèvement par sondage. C'est parfois la seule façon d'avoir des urines vraiment dont on peut être certain que ce sont les urines intravésicales qui sont colonisées. Donc, c'est pour ça que je vous ai marqué, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à faire un cathétérisme, évidemment, chez une patiente très âgée ou une patiente très âgée avec beaucoup de handicap. Ça peut être également un élément qui limite les facilités de prélèvement des urines. Donc, jamais de prélèvement dans le sac de la sonde. Alors, cette patiente, on lui a fait le CBU. On se retrouve avec un antibiogramme puisqu'on a attendu patiemment. Elle était un petit peu douloureuse, mais elle a accepté d'attendre. Et voilà les antibiotiques suivants qui sont tous efficaces d'après les données de l'antibiogramme. Dans ce contexte, lesquels vous semblent les plus logiques à prescrire de première intention? La ceftriaxone, la norfloxacine, l'imipenem, amikacine ou phosphomycine. Je vous laisse réfléchir. Lequel ou lesquels, hein, c'est un QRM. Et en fait, il y en a un seul. Alors pourquoi je considère que c'est le seul qui serait logique à prescrire dans ce contexte-là? Tout simplement parce que les autres antibiotiques sont des antibiotiques par voie intraveineuse, ceftriaxone, imipenem, amikacine, qui en plus sont réservés plutôt à des infections urinaires sévères. Donc ça ne paraît pas logique de les proposer à une patiente qui n'a pas d'autres symptômes. En ce qui concerne la fluoroquinolone, la norfloxacine, c'est peut-être un tout petit peu plus discutable. Ça pourrait éventuellement être proposé, mais si on a la phosphomycine, je pense que c'est assez logique de privilégier la phosphomycine systématiquement sur une fluoroquinolone. Quelles mesures associées recommandez-vous dans un premier temps? Là, je me suis auto-spoilé le QCM. Bon, ce n'est pas dramatique, hein, c'est des choses qui sont bien connues. Il faut favoriser l'émission post-coïtale, favoriser une bonne hydratation, ne pas utiliser de spermicides. On peut proposer les compléments alimentaires contenant au moins 36 mg de proanthocyanidine. Et puis, les œstrogènes locaux peuvent être proposés, bien sûr, aux patientes qui sont ménopausées, mais là, on est chez une patiente de 23 ans. Et donc, évidemment, c'était le petit piège, mais vu que j'ai raté le QCM, c'est pas un gros piège, finalement. Donc, voilà un petit peu la synthèse que je vous ai proposée, hein.
Donc, privilégier la canneberge, les probiotiques, les traitements de l'atrophie vaginale. Si on a au moins un épisode par mois, eh bien, on va proposer une antibioprophylaxie, soit en post-coïtal. Dans les autres situations, voilà les antibiothérapies. Alors, je ne suis pas certain que pour le CN, vous ayez besoin de connaître les posologies et le détail de ces protocoles dans le petit topo que je vous ai fait sur la cystite. J'ai évité de vous faire un détail aussi grand, mais là, je vous ai mis un tableau un peu synthétique. Je vous remercie de votre attention.